Alors, je suis Charles Carmignac et je pilote la Fondation Carmignac, qui est une histoire de famille, puisque c'est mon père, il y a quelques décennies, qui a créé cette fondation pour gérer sa collection d'art contemporain. Il y a un deuxième pilier qui est le prix du photojournalisme. Chaque année, on finance un reportage, on supporte un reportage d'investigation qu'on expose ensuite. Et il y a un troisième pilier qui est ce site, ici, la Villa Carmignac à Porquerolles, qui est un site d'exposition, un lieu d'art, avec des expositions temporaires, des œuvres permanentes et une programmation artistique et culturelle. Quelle est l'origine de cette villa? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette villa et de pouvoir exposer des œuvres? L'origine de cette villa, c'est Henri Vidal, dans les années 80, qui a transformé cette petite ferme dans les formes de la villa qu'on voit aujourd'hui. Et mon père a découvert cette maison il y a une trentaine d'années, au mariage de la fille d'Henri Vidal. Il est tombé fou amoureux de l'île et du lieu. Et il a dit au propriétaire, si un jour vous vendez cette maison, je rêverais d'en faire un lieu pour partager ma collection et proposer des projets artistiques. Et c'est ce qui s'est fait il y a quelques années. Le projet a mis un certain temps, mais il a ouvert il y a 4 ans. Et l'idée, c'était vraiment de ne pas créer un lieu de partage des œuvres qui soit en centre-ville, qu'on fréquente entre deux lieux ou deux rendez-vous. C'était vraiment de prendre un bateau, de quitter un petit peu l'environnement connu et agité, et de pouvoir apprécier des œuvres d'art sur une île, dans une forêt comme ça qui est en pleine mer, et dans des conditions qui sont privilégiées. Il n'y a jamais trop de personnes, on est à 50 personnes par demi-heure, on est pieds nus, il y a un certain nombre de rituels, donc on apprécie les œuvres avec une certaine pureté ici. Et ici, cette année, c'est la mer imaginaire, donc c'est une exposition sur le lien homme-animal, sous la forme d'un musée d'histoire naturelle sous-marin. Donc on va plonger sous l'eau et on va traverser plusieurs mers, une mer imaginaire complètement fantasmée et rêvée par les artistes, une mer plus artificielle, un peu synthétique, et puis une mer qui disparaît sur un ton un peu plus comme ça nostalgique. Donc c'est aussi, on va dire, la reconnexion avec les éléments, parce que finalement on a les éléments, la terre, l'eau autour de nous. Quelle est l'histoire que ça raconte en fait? Quelle est l'histoire qu'elle raconte, cette exposition? Cette exposition, c'est un peu une forme de fiction, parce que vous parlez d'histoire, mais en fait c'est une forme de fiction. C'est un musée d'histoire naturelle, mais on pourrait dire glissé comme ça dans le futur. Et on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le présent depuis ce futur qui est un peu indéfini. Et c'est pour ça qu'il y a toute une salle un petit peu fantomatique sur toutes ces créatures, identifiées ou pas, parce qu'il y a plein d'espèces qu'on ne connaît pas sous l'eau profond qui sont en train de disparaître, sous l'effet de l'acidification, du réchauffement des eaux, etc. Donc ça raconte l'histoire comme ça, une sorte de souvenir de la mer, d'archives un peu de la mer, une fois disparue. Donc ça nous projette dans assez longtemps. Et on vient consulter un petit peu ces souvenirs imaginés par les artistes de la mer. Je suis Chris Sharp, commissaire de l'expo La Mer Imaginaire. Je suis commissaire américaine. J'ai vécu longtemps en France, c'est pour ça que je parle français, mais maintenant j'habite aux États-Unis. Et j'ai été invité à curater cette expo qu'on voit ici. D'accord. Donc si vous êtes le commissaire d'exposition, donc vous êtes un peu le chef d'orchestre des artistes? Oui, on peut dire, au départ, être commissaire, c'est de concevoir, d'avoir l'idée de l'expo déjà. Et après, c'est d'avoir un thème et après d'inviter des artistes et de travailler avec eux. Parfois, il y a des productions et tout ça. Et après, c'est d'agencer l'expo, c'est de l'installer, de déterminer où vont les œuvres. Comment vous avez créé cette scénographie? Bon, en général, on voulait créer une sorte de rythme de l'expo. Des artistes des différents types d'œuvres. Donc il y a la peinture, la sculpture, des photos, il y a des films, des vidéos, il y a un peu de tout ici. Et on voulait que ça soit bien reparti. Et après, donc par exemple avec cette œuvre derrière vous de Lin-Mei Seid, c'est énorme, c'est assez grand. Et après, on a une œuvre tout petite de Michael E. Smith, et après une œuvre spectaculaire de Michel Laurie. Donc de créer des rythmes et de variété. Et de surprendre aussi? Oui, de surprendre, oui, c'est ça. Surprendre les visiteurs? Oui, de surprendre et essayer de, éblouir. Par rapport aux œuvres des différents artistes, qu'est-ce qu'elles racontent justement? Parce que j'imagine que ça a dû être assez complexe aussi de rassembler les différentes œuvres pour qu'elles aient
qu'elle rentre dans le thème aussi de cette mer imaginaire. Comment vous avez choisi ces œuvres? En général, ce qui m'intéressait, c'est que c'est une expo assez chargée, on peut dire. Le thématique, c'est quand même urgent, c'est actuel, c'est politique. Il s'agit au fond de la crise écologique. Ça parle de ça. Mais en même temps, je voulais pas accabler les gens, les visiteurs, avec des choses qu'ils lisent dans les journaux. Je voulais qu'ils voient des œuvres qui sont plus subtiles et complexes et nuancées, et aussi qu'il y ait de la joie, de la légèreté, que ça raconte des différentes manières. Donc, pour moi, je crois qu'une chose que presque, sinon tout, les œuvres ont en commun, c'est cette complexité, cette dynamique, cette charge critique, politique, mais en même temps joyeux, impressionnant, même spectaculaire. Et c'est une expo qui est faite justement pour le lieu. Donc c'est une expo grand public et surtout fait pour les enfants. Je voulais que les enfants pouvaient rentrer dans cette expo et expérimenter quelque chose d'assez assez joyeux, on peut dire. Donc, oui. Merci beaucoup.